Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la Cité du Vin. Pendant que nos invités s'installent, juste un petit mot d'introduction pour vous dire que donc cette rencontre de ce soir s'inscrit dans le cadre d'une exposition temporaire que nous accueillons actuellement, Argentina, Terre de contraste, qui est organisée par le secrétariat d'État au tourisme d'Argentine et que vous pouvez voir jusqu'au 17 novembre. Et ce soir, donc, nous avons le plaisir d'accueillir un beau plateau d'invités. Je vais laisser, avant de laisser la parole à Monsieur Rodolphe Wartel, directeur du magazine Terre de Vin. Je vous rappelle juste qu'il y a donc une petite heure de rencontre et vous pourrez ensuite poser des questions à nos invités. On fera circuler des micros dans le public. Et je remercie aussi tous les mécènes de la saison Argentina et plus particulièrement les mécènes de la programmation culturelle, donc le groupe Sud-Ouest et Ulysse Casabonne. Voilà, et je vous souhaite donc une belle soirée, sachant que nous sommes donc ensemble pour 1h30 pour ce premier événement, mais la soirée, si vous le souhaitez, peut se prolonger avec une dégustation d'un verre de vin, plusieurs verres de vin d'ailleurs de nos invités, donc à 20h30 au premier étage dans les salons Lafayette. Voilà, bonne soirée. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Désolé pour ce petit quart d'heure de retard après avoir mis à l'honneur les vignobles de Géorgie et de la vallée du Douro. Vous l'avez compris, la Cité du Vin présente le patrimoine viticole et gastronomique de l'Argentine jusqu'au 17 novembre dans l'exposition temporaire Vignoble Invité 2019. C'est bien dans cet esprit que nous accueillons aujourd'hui cette conférence. L'Argentine, le nouvel Eldorado des Français. Point d'interrogation pour répondre à cette question. Ce soir, on a le plaisir d'accueillir 5 personnalités importantes du vignoble français. Je vais commencer par les 2 femmes qui nous font le plaisir d'être à nos côtés. Margaret Henriquez, présidente de Krug, filiale de Moët-Hennessy qui possède en Argentine, vous le savez, le domaine Terrazas de los Andes. Une autre femme, Véronique Bonny, que vous connaissez peut-être un peu davantage à Bordeaux, puisqu'elle est présidente des vignobles Malartic. Tout le monde connaît le château Malartic-la-Gravière, Clucracé de Grave. Elle est dirigeante de Bodega Diamandes. Elle est secrétaire aussi de Claude Elociété, dont va nous parler Michel Roland. Faut-il le présenter? Œnologue, fondateur de la Roland Collection, en l'occurrence peut-être de la Roland Connexion, il va nous en parler aussi, et puis du Claude Elociété, dont nous parlerons beaucoup ce soir. François Lurton, l'un des premiers Bordelais à être allé sur ces terres argentines. Il est propriétaire des domaines François Lurton et de la Bodega Piedra Negra. Et puis Guillaume Bousquet, propriétaire du domaine Bousquet. On le connaît moins à Bordeaux, c'est normal. C'est en Languedoc que la famille Bousquet a grandi. Elle y avait 120 hectares. Puis ils ont décidé, tous ensemble, finalement, de prendre la route de l'Argentine, de s'y implanter et de s'y installer. Merci à tous les 5 d'être à nos côtés. On est ravis de vous accueillir ce soir à la Cité du Vin pour parler de cet Eldorado. C'est un titre peut-être un peu facile. Est-ce que c'est un Eldorado? On le verra notamment au cours de la deuxième séquence de cette conférence. Ce qui est important, c'est peut-être de commencer par la genèse de vos histoires respectives. On connaît vos noms, certains connaissent vos visages. On ne connaît pas forcément d'où tout ça est parti. Pourquoi avez-vous pris la décision d'aller en Argentine? J'ai envie qu'on commence par le plus jeune de l'Assemblée, Michel Roland. Tout le monde te connaît dans tous ces pays viticoles du monde où tu as sévi. Tu as décidé un jour de t'arrêter du côté de Mendoza et tu t'es dit, bon sang, il y a quelque chose à faire là-bas. Raconte-nous comment tout ça est né, Michel. Bon, donc bonsoir à tous d'abord. Bon, c'est très simple. En fait, c'est l'histoire d'un consultant qui, par curiosité, abandonne un petit peu ses bases qui sont bordelaises et puis qui va respirer un peu ailleurs pour voir ce que font les autres. Et puis c'est que de la curiosité au départ. Donc, ça m'amènera comme ça dans 21 pays différents où j'ai conseillé pour faire du vin. Je ne le conseille plus, Dieu merci, dans 21 pays. Et à travers ces pays, bon, il y a eu plusieurs histoires. Et donc, l'Argentine est un des pays où j'ai atterri. Dans mes premières années de conseil étranger, parce qu'en fait, le premier pays, ça a été la Californie.
les États-Unis avec la Californie. Le deuxième pays, ça a été l'Espagne. Et le troisième pays, ça a été l'Argentine. Mais c'était déjà en 1988, donc il y a un peu plus de 30 ans. Et je n'y étais que comme conseiller. Mais l'Argentine a beaucoup d'intérêt. La preuve, c'est qu'on est tous là. Puis j'espère qu'à travers ce qu'on vous dira, vous verrez que personne n'est complètement fâché d'y être. Mais l'Argentine est un pays merveilleux. C'est beau d'abord. Il y a des grands espaces. Quand on est contre la cordillère, c'est magnifique. Et il y avait un potentiel pour y faire des vins, même si les vins ne correspondaient pas à nos goûts à l'époque, à la fin des années 80. Il y a quand même un potentiel assez énorme qui était facile à renifler, si on peut dire. J'ai commencé à travailler avec des sociétés, une dans le Nord, après Trapiche, qui était la plus grosse société. Numéro 1 argentin, oui. La plus grosse société de vin en Argentine. Et puis un jour, je dis pourquoi pas faire un projet. Et de là est née l'idée de faire Clos de los Siete. L'aventure commence en 95, Michel. Hein, l'aventure de Clos de los Siete commence en 95, où j'ai un ami avec qui je me réunis, et on est deux, et on galope à droite et à gauche pour chercher des terrains. Bon, on cherchait une centaine d'hectares parce qu'on voulait faire un joli projet, des jolies vignes, des jolis vins. Bon, on avait la jeunesse pour nous, et on croyait encore au Père Noël. Et puis en fait, au lieu de trouver 100 hectares, on en a trouvé 850. Alors ça a compliqué un tout petit peu les choses, mais nous y sommes arrivés, puisque nous y sommes toujours, et nous faisons un vin qui s'appelle Clos de los Siete, comme l'a dit Rodolphe, et qui marche pas mal. Donc, on va y venir, alors, Michel. Visiblement, on parle en centaines d'hectares en Argentine. 850 hectares, c'est considérable. Une grande propriété de Saint-Émilion, c'est 10 hectares. Une grande propriété du Médoc, c'est 100 hectares. Propriété moyenne en Argentine, c'est plus grande quand même. Mais non, mais une propriété moyenne en Argentine, il y a un petit peu de tout. J'ai un petit cru qui s'appelle Val des Flores, et pour lequel il y a 11 hectares. Mais bon, c'est rare les propriétés de 11 hectares. Non, un campo, c'est plutôt... On atteint vite 150, 200 hectares. C'était une taille moyenne, je dirais. C'était une taille sur laquelle on pouvait faire des choses avec des économies d'échelle, parce qu'après c'est un business aussi, alors donc il faut pas l'oublier. Donc c'est plutôt grand. Puis alors il y a des énormes producteurs avec des milliers d'hectares de vignes. Bon, nous on s'est arrêté à 850 hectares de campo. Il doit y avoir 650 hectares de vignes au total. Voilà, donc c'était déjà pas mal. Donc là, tu es avec ton ami Jean-Michel Arcotte, à l'époque propriétaire du château Clinet. Absolument. On est dans les années 97, 98, c'est ça? Oui. Bon, et vous vous dites finalement... 95, donc 96-17, on a un peu galopé les campos pour essayer de trouver une propriété qui nous convienne ou qui nous fasse plaisir. Alors on en a vu pas mal, on a marché pas mal, jusqu'au jour où on a marché sur l'actuel Clos de los Siete, qui était un no man's land, hein, parce qu'il n'y avait pas de vignes. Les plus proches vignes, c'était celle de François, qui était à une douzaine de kilomètres, et à vol d'oiseau certainement un peu moins. Donc il y avait pas de vignes autour, mais la terre nous plaisait, l'endroit nous plaisait, donc on a dit tiens, pourquoi pas là. C'était un peu gonflé parce que c'était juste, comme on dit chez nous, à Visto de Naz, et bon, mais il se trouve que ça a pas mal marché puisqu'on a été capable de faire du vin et à peu près du bon vin. Et donc, l'originalité de l'initiative, c'est que tu embarques à tes côtés quelques investisseurs, propriétaires viticoles, qui te font confiance et qui te disent « Oui, Michel, on va en Argentine avec toi ». Oui, alors 850 hectares, c'était une taille qui dépassait ma capacité financière assez largement. Et donc il fallait bien que j'ai quelques confrères ou quelques amis qui viennent autour de moi pour m'aider à financer cette affaire. Voilà, c'est ce qui s'est fait. Il y a eu, en fait, il se trouve qu'ils étaient tous propriétaires à Bordeaux et ils sont tous venus. Bon, je dirais que ça n'a pas été tellement compliqué de les convaincre.
Bon, il n'y en a aucun qui m'a tapé dessus, donc c'est que ça leur a pas déplu complètement. Ça peut être très compliqué de les convaincre parce que ils m'ont tout simplement fait confiance, quoi. Quand je leur ai dit on va faire un truc, on va faire ci, on va faire là, bon, on avait quand même comme on dit, un business plan. On l'avait, nous, le business plan. La stratégie, on l'avait un petit peu au départ. Et donc, on l'a expliqué. Et puis voilà, les gens sont venus, ils sont toujours là. Alors, il y a eu quelques évolutions depuis, hein, bien évidemment, comme toujours dans les groupes et dans les... ça évolue, ça bouge, mais c'est une affaire qui vit. C'est une affaire qui vit, ma foi, pas trop mal. Et voilà, donc globalement, on peut dire qu'on est assez satisfait du résultat, avec toutes les vicissitudes que l'on peut connaître dans les pays d'Amérique du Sud, où c'est vrai que d'abord on n'a pas tout à fait la même culture, même si on est assez proche au niveau de ce que l'on aime et de ce que l'on aime faire. Bon, c'est vrai que politiquement, ce sont des pays un peu compliqués, mais bon, on n'est pas plus ennuyé que dans d'autres pays du monde. On va parler évidemment de toute la prise de risque. Juste pour bien comprendre Clos des Lossietés et sa singularité, c'est que là, vous êtes plusieurs à investir, à vous partager ce grand gâteau de 850 hectares. Chacun joue sa partition sur sa propre propriété, mais vous avez aussi un pot commun qui s'appelle Clos des Lossietés, qui lui est distribué dans l'ensemble du monde. Raconte-nous un peu pas le business model, mais la répartition des uns des autres, oui, et le rôle des uns des autres. Mais si, tout est basé sur un business model, parce que donc on arrive sur un terrain où il n'y a rien. Bon, donc il faut planter du vignoble, donc on plante des vignes. C'est pas rien de planter du vignoble dans un no man's land comme ça. Donc on décide, il y a 7 investisseurs différents, chacun a son lot. Et alors l'idée, alors ça c'est une idée que j'avais moi, mais qui a fonctionné. C'était que chacun ait sa propre cave et chacun fasse ses propres vins à terme. Bon, parce que quand on plante des vignes, on a d'abord des vignes jeunes, on a d'abord, on n'est pas forcément préparé pour sortir ses propres marques tout de suite. Donc on a construit une cave, puis on a construit 2 caves, puis 3 caves, puis 4 caves, puis 5 caves. Aujourd'hui, il y a 5 bodegas différentes sur le Clos des Lossietés. Ces 5 bodegas font leur propre vin. Alors, c'est Cuvelier Los Andes, c'est Diamandes, c'est Monteviejo, c'est Flechas de Los Andes, c'est Alta Vista et c'est Mariflor qui est la mienne. Bon, donc chacun fait ses propres vins, mais on avait créé d'entrée un pot commun que l'on a appelé Clos des Lossietés, parce qu'il y a 7. On avait divisé le grand campo en 7 petits campos, enfin 7 petits qui sont quand même entre 100 et 140 hectares. Donc on avait les divisés en 7, on l'a appelé tout bêtement le Clos des Lossietés. Alors le Clos des Lossietés, ça nous a servi d'abord à faire l'unité au départ des vins, parce que pour faire des marques, il faut vivre, il faut débuter. Donc on a fait ce vin. Et puis aujourd'hui, on fait tous des vins à notre propre nom, et on fait un vin qui est un vin que nous réunissons. On prend les vins dans chaque cave, on les assemble et on fait le Clos des Lossietés. Alors on parlera même évidemment... s'il y a plus 7 personnes qui approvisionnent. On parlera évidemment des marchés, des perspectives, des ambitions. Parmi ces partenaires, on peut citer la famille Cuvelier, la famille Perret-Verger, la famille Rothschild. Et puis en 2005, c'est la famille Bonny qui t'a rejoint, Michel, et notamment Véronique Bonny qui préside au destiné de cette belle propriété. Véronique, comment ça s'est passé en 2005 ? Michel est venu te voir en te disant « Je pense que tu as une carte à jouer là-bas, il y a des terroirs magnifiques. Viens investir à nos côtés ». Comment ça s'est passé ? Et puis comment on passe d'un cru classé de grave à des dizaines et des dizaines d'hectares au bout du monde, près de la Cordillère ? Bonsoir à tous. Ouais. Il faut rendre à César ce qui revient à César. C'est Michel avec mes parents, puisque l'histoire au départ, notre famille a une histoire dans les vins et à Bordeaux beaucoup plus récente que d'autres familles. Et en fait, c'est en 97 que ça a commencé avec Malartic-la-Gravière. Et une des premières décisions en arrivant ici,
être un grand amateur de Bordeaux, comme pouvait l'être mon père, est une chose. Commencer à faire du bon vin de Bordeaux, c'en est une autre. Donc, une des premières décisions qu'il a prises, outre la restructuration du vignoble et la construction de nouvelles installations, ça a été justement d'appeler Michel pour l'aider dans ce projet-là. Et donc, en 2005, lorsque s'est présentée cette occasion d'intégrer le Campo et le Clos des Sociétés, c'est à nouveau Michel qui a proposé à mes parents. Il faut dire que le projet était vraiment assez fou. Tu disais, c'est l'histoire de 7 fous qui sont allés en Argentine, mais c'est un peu ça quand on voit des photos avec des cactus et des grosses pierres et qu'on voit aujourd'hui ce que vous voyez sur l'écran, on se dit, c'est fou le chemin qui a été parcouru. Et à la fois, Malartic était déjà en bonne voie. 2005, voilà, ça laissait des opportunités. Et le projet était tentant. Mes parents avaient aussi vécu en Argentine à la fin des années 60, ce qui fait que ce n'était pas complètement nouveau pour eux. Ils gardaient un super souvenir de ce pays-là. Et en fait, ça s'est passé comme ça. Ils ont été sur place voir le Campo. Et ça leur a pris une demi-journée. Hein, c'est ce que papa me dit toujours. Pour dire banco, on y va. J'ai été très convaincant. Donc à l'époque, ce que vous voyez là aujourd'hui, la bodega n'existait pas puisque nous avons 130 hectares et sur les 130 hectares, seuls 20 hectares étaient plantés. Tout le reste devait être planté et bien entendu une cave construite. Donc Diamandés est née, qui aujourd'hui est la plus grosse de nos 3 propriétés puisqu'elle fait 130 hectares. Ça nous a mis un peu de temps à la construire, pas loin de 3-4 ans, puisque là-bas, on est quand même en zone sismique, donc ça veut dire qu'il faut prendre des précautions supplémentaires. Et c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure entre nous, à chaque fois qu'on va là-bas et à chaque fois qu'on y va quand même assez régulièrement, 4 fois par an, on a toujours, la même émotion pour l'endroit, et 2, la même émotion aussi en goûtant, en faisant les vins et en voyant chaque année qui passe et qui s'améliore. Donc, je ne sais pas si vous avez eu la chance de faire un petit tour à l'Expo Argentine, mais si vous n'avez pas eu, allez-y, parce que je vous promets que vous viendrez nous rendre visite très prochainement. 110 hectares à planter sur des terroirs qu'on ne connaît pas immédiatement, qu'il faut apprivoiser, de nouveaux climats, de nouveaux cahiers des charges, peut-être plus souples. Il faut quand même un côté très aventureux et très conquérant, non ? Vous aviez vraiment envie de... Je pense que quand on a envie... on arrive à trouver des solutions à chaque question qui se pose. Alors oui, bien sûr, on était entouré au début, justement dans le Clos des Sociétés, on avait toute une structure avec des personnes, des agronomes qui nous aidaient. Et puis petit à petit, on a évolué, on a voulu être plus précis aussi. On a pris nos propres ingénieurs agronomes et tout ça avec une équipe qui se monte, avec les Argentins qui connaissent quand même bien leur sujet, avec cette expérience aussi, parce que dans notre cas, on était sur des nouveaux cépages. Bon, le Malbec, je pense que c'était le cas pour nous tous, mais par exemple en blanc, on est parti sur du Viognier, du Chardonnay. Donc oui, c'est un apprentissage avec chaque année one shot, une récolte. Et il ne faut pas se louper. Mais d'un autre côté, on a aussi cette acquisition de savoir-faire petit à petit. Et puis l'évolution aussi du vignoble, parce que quand il est jeune, les vignes plantées récemment, dans notre cas en 2005-2006, ben forcément, il faut attendre un peu de temps pour que tout ça commence à se mettre en place et à vraiment s'exprimer pleinement. Et je pense qu'aujourd'hui, on arrive dans cette phase où le vignoble est planté et bien installé et commence à vraiment s'exprimer complètement. Ce qui est passionnant, c'est que je pense que les Bordelais et les Aquitains qui sont là ce soir n'imaginaient pas peut-être, j'allais dire, l'ampleur des investissements que vous avez consentis les uns les autres. On va le voir dans la deuxième partie de la conférence. En quelques mots, quelques chiffres, 130 hectares, 13 000 mètres carrés de cave, c'est ça ? C'est ça. Et on dit combien de salariés à vos côtés là-bas ? Alors, en permanent, on a une équipe de 35-40 personnes. Et puis, on peut monter beaucoup plus puisqu'on fait appel à du personnel temporaire pour toutes les différentes façons. Donc, somme toute, pour une surface de 130 hectares, une équipe qui est quand même assez efficace et qui fonctionne bien. Et des synergies fortes grâce aux saisonnalités inversées ?
Ça, c'est très pratique, justement, de pouvoir répartir les vendanges d'une saison sur l'autre. Et on a également mis en place une supervision par notre équipe technique de Malartic, tant à la vigne Cochet, qui leur permet d'aller là aussi suivre l'équipe locale argentine et d'être là au moment important, avec notamment les vendanges, puisque les vendanges de blanc commencent chez nous fin février, début mars et terminent en avril. Donc ça, voilà, on a certaines expériences qu'on fait ici et qu'on peut après dupliquer 6 mois après et voir comment ça fonctionne. Merci Véronique. François, tu es l'autre Bordelais de l'assistance ce soir à être allé en Argentine et à faire partie des premiers à avoir investi là-bas. L'aventure commence aussi dans les années 88, alors que tu es toi aussi consultant. Et tu te dis, là-bas, on a vraiment quelque chose à faire. Tu déniches des terroirs. Je déniche des terroirs. À l'époque, avec Jacques, s'était lancé une société de flying winemaking. Donc Jacques, ton frère. Mon frère, oui. Et on avait lancé on faisait du flying winemaking et on décide de monter un stand à Vinexpo en 91 pour se faire connaître et puis pour chercher des clients. Et débarquent sur ce stand beaucoup de gens qu'on ne connaissait pas, et notamment beaucoup de Sud-Américains. Et parmi eux, pour ne parler que de l'Argentine, Nicolas Catena. Et Nicolas nous propose un deal, c'était de monter une société avec lui pour créer un vin pour concurrencer les vins de Chandon de l'époque, puisqu'il y avait un vin qui voulait absolument concurrencer, qui s'appelle Valmont. Et il voulait faire un vin à volume, facile, avec un nom qui... J'aurais pas dû vous mettre un à côté. Il trouvait que le nom Lurton allait très bien avec pour concurrencer Valmont. Et donc on a créé un vin qui a eu un certain succès commercial. Mais en même temps, moi, j'ai tout de suite vu l'opportunité commerciale de vendre les vins argentins à l'exportation. Donc, je me suis installé dans une des caves de Nicolas. Et en parallèle de ce vin que l'on faisait pour le marché national, que l'on avait appelé Lurton et après Grand Lurton, moi, j'ai créé une gamme de vins que j'ai commencé à exporter, notamment beaucoup au Canada et aux États-Unis, où j'ai eu beaucoup de succès. Et donc, très rapidement, avec Jacques, on se pose la question de savoir si on allait continuer à travailler au sein des installations de Nicolas Catena, c'est-à-dire qui étaient les caves Esmeralda et Escorihuela à l'époque, qui étaient des énormes caves, notamment Escorihuela, qui étaient des caves plus grandes que certaines caves coopératives ici. Et donc, on s'est dit, si on veut vraiment aller qualitativement, il faut qu'on se trouve un bout de terrain. Et on a fait comme Michel, on a commencé à chercher au milieu des années 90. Et à fin 95, on achète à un gars qui n'avait pas du tout de vigne, mais qui avait 20 000 hectares, qui était tout le centre de la Valle de Uco à peu près. Et tout ce qui est au nord du Clos des Lociétés, de ce qui est le Clos des Lociétés aujourd'hui. Et le gars, on a dû négocier avec lui âprement, parce que même s'il avait 20 000 hectares, pour lui acheter 200 hectares, la discussion a été difficile. Il s'appelle Monsieur Morales, qui a d'ailleurs vendu à plein d'autres viticulteurs, parce qu'on a fait sa fortune à Morales. Parce qu'en venant nous implanter là, on a montré à beaucoup d'autres que ça pouvait être un bon endroit. Et après, avec le Clos qui est venu s'installer un peu plus au sud, là, ça a fait venir le monde entier. Et Morales a vendu à tout le monde, là, puisque c'est lui qui était propriétaire de presque tout. En 88, enfin, ou plutôt un peu plus tard, en 95, quand tu décides de chercher ces terrains, tu fais partie des premiers Bordelais. Il y a quelques groupes, LVMH est là-bas depuis quelques dizaines d'années en Argentine, mais parmi les Bordelais, j'allais dire familiaux, tu fais partie des premiers. Oui, il y avait dans les premiers, il y avait Michel qui était arrivé comme consultant. Il y avait en propriété, il y avait le LVMH et surtout, du moins c'était Chandon plus que LVMH à l'époque. Et puis c'était il y avait aussi Pernod Ricard qui avait acheté comment ça s'appelle, Etchart. Qui avait acheté Etchart à l'époque. Et donc, il y avait déjà une présence française de gros groupes. Et il y avait aussi un autre Français qui est arrivé quasiment en même temps que moi, qui s'appelle Hervé Joyot, un autre Bordelais, qui s'est installé là-bas. Et aussi, et donc on était quelques-uns. Il y avait des Italiens aussi, on n'était pas les seuls étrangers. Mais il faut dire que c'est nous, les nouveaux arrivants, qui avons convaincu les Argentins que le Malbec était la variété qu'ils devaient travailler. Hein?
Raoul de la Motta. Oui, Raoul a bien aidé aussi. Mais à l'époque, Nicolas Catena, c'était un fan du Cabernet Sauvignon. D'ailleurs, nous, le vin qu'on a fait en premier, c'est du Cabernet Sauvignon parce que, vous ne le savez pas, mais Nicolas est américain d'origine, puisqu'il est né aux États-Unis, et il a appris la viticulture plutôt aux États-Unis qu'en Argentine. Et il était venu avec cette idée du Cabernet Sauvignon américain. Donc, nous, on s'installe et on plante surtout du Cabernet Sauvignon au début pour faire ce fameux Grand Lurton qu'on faisait au début, et parce qu'on s'était et un peu de Malbec. Mais on ne plante pas trop de Malbec parce qu'on avait fait venir mon père pour lui demander un peu s'il était d'accord et si ça lui plaisait ce terrain. On l'avait promené dans le monde entier, mon père, et il n'avait jamais trouvé assez de André grappes. Lurton, on a une petite pensée pour lui. Il nous a quittés il y a quelques semaines. Grand homme du vignoble. Pardon pour la parenthèse, François. Merci. Et donc, mon père, il n'y avait jamais assez de graves. Et là, il tombe amoureux du sol. Il dit, bon, allez les gars, là, il faut tout acheter, là. Et on lui dit, bon, mais si tu nous prêtes l'argent, on va bien, mais nous, on n'a pas les ronds. Hein. Donc, on ne va pas tout acheter. Et et alors, on lui dit, on va planter du Malbec. Alors là, mon père, il avait du Malbec dans toutes ses propriétés. Il les a tous arrachés. Il déteste le Malbec. Et donc, quand je lui ai dit qu'on allait planter du Malbec, il a manqué nous déshériter ou pas nous donner l'argent. Et puis finalement, on a planté Malbec, Cabernet Sauvignon et une variété qui s'est révélée être très intéressante, qui est le Pinot Gris, qui nous est arrivé par erreur parce qu'on avait commandé du Chardonnay à un pépiniériste français qui nous a envoyé. Et dans le container, nous est arrivé du Pinot Gris. Donc on a planté le Pinot Gris puisqu'on s'est dit, bon, on va faire contre mauvaise fortune, bon cœur. Et on a planté tout ça. Et ça s'est révélé être une variété qui s'est très bien implantée, qui a eu beaucoup de succès commercial. Et on a aujourd'hui 40 hectares de Pinot Gris, qui est la variété principale de ce que l'on a sur notre propriété. Voilà. Donc, vous ne plaisantez pas, les Lurton, parce qu'au total, c'est 200 hectares, c'est ça, en 95 ? On plante avec Jacques 200 hectares. On en plante 100 dans la vallée des Uco et 100 à Barrancas. Barrancas, c'est une vallée qui est à l'est de Mendoza, qui est une vallée d'un autre style de sol et de viticulture. Et où pourquoi on s'était implanté là-bas ? Parce qu'on avait un projet au début d'avoir 3 sites différents pour partager le risque de la grêle. Parce qu'en Argentine, il y a un gros risque de grêle. Et pour partager ce risque de grêle, on s'était dit, bon, il est peu probable qu'à 70 km de différence, les 3 sites grêlent en même temps. Quoique mon père avait fait ce pari, et une année, il s'est fait raser les 5 châteaux à Bordeaux. Donc, nous, on a eu cette chance, on est passé à travers. Et et puis il y a eu un cordon sanitaire il y a quelques années qui s'est installé entre le nord et le sud, au milieu de Mendoza, qui nous a empêché de transporter les raisins de Barrancas dans la Baie des Uco. Donc on a vendu la finca de Barrancas et nous sommes en train de replanter. Puisqu'il nous reste encore 35 hectares plantables, on est en train de replanter 35 hectares dans la vallée des Uco. Cette propriété, comme l'a dit Michel, est celle du centre de la vallée des Uco, qui a été la première à s'implanter, puisqu'on a commencé à planter 1 an et demi ou 2 ans avant le Clos des Lociétés. Pour que tout le monde comprenne bien, François, la région dont nous parlons, elle se situe à peu près à 1h30 au sud de Mendoza, on est d'accord ? Oui. Ce qui est là où se trouve la concentration, on va dire, du vignoble argentin, donc à l'est de la Cordillère des Andes et au centre-ouest de l'Argentine. Hein, on est d'accord. En fait, nous, quand on arrive, au tout début de la viticulture argentine, était plutôt à l'est de Mendoza. En fait, les Argentins, en même temps que nous, découvrent que les meilleurs vins se font en altitude et proche de la cordillère, parce qu'il y a des nuits très fraîches, plus fraîches que dans l'est. Et les terroirs sont plus drainants et moins fertiles. Et petit à petit, les gens se déplacent de l'est vers l'ouest et de plus en plus contre la cordillère. Et Chandon, comme nous, comme le Clos, on est tous venus s'implanter dans des zones qui étaient désertiques et qui sont devenues les meilleures zones viticoles d'Argentine aujourd'hui. Alors quand on voit les images, on voit, François, l'immensité des propriétés, des investissements. Quelques éléments sur Piedra Negra aujourd'hui, la bodega, et puis c'est combien de salariés, comment tu travailles, fais-nous partager ça, parce que tout le monde n'imaginait pas finalement l'importance de ce que vous avez construit les uns les autres là-bas. Quand on est arrivé, il n'y avait rien, donc c'était un désert de pierre avec quelques arbustes qui s'appelaient des chacayes, des chacayes, dont je vais enregistrer le nom.
Et ce désert, on va commencer à implanter une petite cave avec des cuves en béton. Nous, les Lurtons, on aime bien le béton. Et donc et à partir de cette cave, on a planté tout autour, diverses vignes. Et puis on est légèrement de l'autre côté, au bout de chez nous, il y a un rio. Et de l'autre côté du rio, c'est le Clos de l'Ociété. Je les vois par la fenêtre. Je vois une nouvelle cave régulièrement. Je voyais des caves se construire. Vous êtes voisins, finalement. On se voit par la fenêtre. On n'est pas très loin. Et donc, on a planté sur ce site une centaine d'hectares, qui aujourd'hui seront bientôt 135. C'est un site qui produit, comme je l'ai dit, beaucoup de Cabernet, beaucoup de Malbec et du Pinot Gris. Ça représente, j'ai l'habitude de dire que c'est un site qui fait à peu près la même taille que Châteaubonnet, ici, pour ceux qui connaissent Châteaubonnet. Châteaubonnet, c'est dans l'Entre-deux-Mers, c'est une propriété de 300 hectares, qui est le berceau des Lurtons. Et on y fait là-bas à peu près le même volume que l'on fait à Châteaubonnet, puisqu'on a en plus des 100 hectares là, une centaine d'hectares en fermage. Du moins, je dis, on achète des raisins, mais c'est le même système que les fermages, un peu ici en France. Et donc, ce qui nous permet de faire dans un peu moins de 3 millions de bouteilles voilà ce que ça représente. Combien de collaborateurs à tes côtés ? On est monté à une époque, quand j'avais ma propre force de vente, jusqu'à 75 ou 80. Mais maintenant, on est retombé, je ne sais plus, dans les 45 ou 50. Je m'adresse à Thibaut, parce que le directeur de la cave est juste Thibaut, qui est juste là. On est retombé à 45 ou 50. Et puis, le Clos des Sociétés nous en ont piqué beaucoup. Petite question pédagogique, Michel. Toi, le Flying Winemaker, on voit la carte sous nos yeux. Il y a 5 grandes régions en Argentine. On connaît la Pampa, on connaît le Grand Sud là, qui nous amène vers Ushuaia. Les zones viticoles, elles se concentrent vraiment autour de Mendoza, ou il y a d'autres beaux terroirs ailleurs ? Non, il y en a plusieurs. Hein. Alors, de toute façon, c'est un peu tout contre la cordillère. Sauf dans le sud, il y en a une nouvelle qui est Neuquén, mais qui est une petite zone qui est un petit peu plus éloignée de la cordillère, et le Rio Negro, bon, qui touche pas la cordillère. Puis après, on remonte, il y a San Rafael, qui est encore plus au sud que nous, qui est une zone viticole importante, puis Mendoza, et puis La Rioja, non, il y a San Juan même, La Rioja, Catamarca et Salta. Donc il y a plusieurs zones, mais qui sont, bon, le cœur important de vignoble est à Mendoza, mais il y a des zones comme Salta ou comme San Juan qui sont devenues des zones aujourd'hui importantes. San Rafael est une zone importante où il y a beaucoup d'hectares de vignes. Merci Michel. Maggie Henriquez, vous présidez l'une des pépites de LVMH, de Moët Hennessy, avec les champagnes Krug, depuis presque une dizaine d'années maintenant. Mais vous êtes resté presque une dizaine d'années en Argentine. Vous êtes resté presque une dizaine d'années en Argentine à présider aux destinées de Terrazas de los Andes. Racontez-nous finalement cette épopée, parce que c'en était une aussi aux côtés de Moët Hennessy. Bon, oui, en Argentine, les groupes arrivent en 1958. Il y avait Moët et Chandon, qui, voilà, on connaît, Robert Jean de Beauvais, c'est un visionnaire, que lui, il décide que la Champagne est trop petite et que ça vaut la peine d'aller explorer ailleurs. Et c'est comme ça qu'ils arrivent en Argentine. Ils commencent à faire des explorations de l'année 58, 59, et c'est dans les années 60 qu'ils installent Bodega Chandon, avec un autre partenaire qui part un peu plus tard. Donc ils ont installé là, c'est de la première maison, des grandes maisons traditionnelles qui partent dans ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est Nouveau Monde. À ce moment, l'Argentine était installée encore dans les vieilles traditions de création de vin. Et après, dans les années 90, juste au même temps que toute cette espèce de recherche commence, et très influencé par ce qu'avait fait Raúl de la Mota, qui avait trouvé... Parce que les Malbec, qui aujourd'hui, c'est les toiles de l'Argentine, étaient même rejetés pour faire des vins qui n'étaient même pas bons, mais les Malbec étaient considérés un cépage de 3e classe, donc il était rejeté. Et c'est dans les années 70 que Raúl de la Mota commence à faire des très, très, très beaux Malbec, et ça commence à transformer un peu l'idée. Parce que la transformation des vrais s'est fait en interne au niveau des 90, et c'est là où
très inspiré par... nous avions deux organisations de distribution. On avait Moët Hennessy, qui avait Moët et Chandon, Dom Pérignon et Hennessy. Et il y avait Clicquot Inc., qui était à part. Donc il y a été Clicquot, Krug et les vins. Ils sont allés acheter Claudie Bay, Newton. Ça a commencé avec cette idée de pouvoir faire une distribution un peu plus sophistiquée qui sera que du champagne et du vin. Et après, avec la transformation de la concurrence, ça change. Et en 2002, et on a fusionné. C'est une seule entreprise qui s'appelle Moët Hennessy. Les groupes en Argentine, très inspirés par cette connexion avec les vins, ils commencent à travailler justement avec les Malbec, avec la connaissance qu'ils avaient déjà d'aller trouver l'altitude, les bonnes conditions pour faire les différents cépages. C'est comme ça que Terrassas est né en 1996 et après on a acheté cette vieille construction qui était des bodegas espagnoles. Et comme ça, c'était reconstruit au début, à la fin des années 99, et Terrassas était reconstruit. Et c'est au même moment qu'on invite Pierre, et on les séduit avec les Malbec. Donc Pierre Lurton. Pierre Lurton, cousin de François. Lui qui était chez Cheval Blanc. Et c'est comme ça qu'un peu plus tard, Cheval des Andes est né en Argentine. Donc je suis arrivé en Argentine en l'année 2001. Juste avant l'énorme crise qui a frappé l'Argentine en 2002, qui, comme toute crise, c'est une source d'opportunité. Et c'est vraiment là où la transformation de la viticulture en Argentine prend place. Et c'est incroyable en 2003-2004. C'est extraordinaire. Aujourd'hui, imaginez qu'en 2002-2001, encore, l'Argentine n'exportait presque rien. Et tout ce qu'on connaît de l'Argentine aujourd'hui, c'était construit après l'année 2003-2004. Donc c'était des années formidables. On a pu voir comme une crise très, très, très forte a pu complètement transformer la viticulture d'un pays où tout le monde a amélioré parce que l'industrie était plus saine. Les consommateurs en Argentine étaient en train de boire des vins de beaucoup meilleure qualité. Donc à la fin, tout le monde a gagné. Ça, c'est très important. Le groupe LVMH que vous représentez se rend compte effectivement dans ces années 2003 que le vin argentin peut s'exporter et plaire au monde entier finalement. On a commencé à exporter dès la fin des années 90, mais je pense que les profils qu'on avait du vin, c'était un profil un peu, on copiait un peu, et plutôt l'Australie. Et donc c'était un peu boissé, c'était un peu lourd, etc. Et c'est là, en 2002-2003, qu'on transforme tout et on suit notre philosophie. On est une entreprise française, pourquoi on va avoir un style qui ne nous appartient pas? Et c'est ça qui était un grand succès. On a changé les étiquettes, on a changé les profils du vin, on était respectueux de la fruit, et on a réduit énormément les bois, et ça a été formidable. Et là, le succès était total. Mais le groupe décide d'investir beaucoup en Argentine, puisque c'est environ 1500 hectares. Je dis des bêtises. Nous, on a 950 hectares. Donc combien pour Terrassas? Il y a 350. 350 hectares. Qui aujourd'hui produisent un vin exporté, beaucoup sur le marché nord-américain. On a 30% des locales et 60% d'exportation. Mais ces quelques années, 2001-2009, où vous avez présidé finalement Terrassas, on peut dire que ce sont vraiment des années de mutation et d'accélération du marché? Oui, je pense. En général, on les voit. Quand on voit la courbe d'exportation de l'Argentine, on voit qu'elle est très stable et très basse en 2001, des années 90, 2001, 2002, 2003, ça commence, 2004 et après. Et on voit la courbe de la totalité d'export de l'Argentine, elle vraiment explose à un niveau des années 2004, 2005. Ça s'est multiplié, c'était extraordinaire. Et on voit aussi, je me rappelle que j'ai passé partout avec mes bouteilles de Terrassas, et les gens me disaient, parce qu'on est les groupes, Maggie, tu ne peux pas imaginer qu'on peut vendre cette bouteille-là. Personne ne connaît l'Argentine. L'Argentine, ce n'est même pas une origine valide. Et voilà. Et donc, un jour, elle va l'être. Et c'est incroyable. Aujourd'hui, personne ne se rappelle de ça. Votre expérience internationale, elle a été prépondérante dans les choix que vous avez opérés pendant ces 9 ans. Vous êtes d'origine vénézuélienne. Ouais. Vous avez travaillé au Mexique, notamment. Mais c'était des marchés locaux. Moi, j'ai travaillé dans les biscuits, j'ai travaillé dans les vins spiritueux au Venezuela. Et là, on a travaillé beaucoup de whisky, la bonne Venezuela qui n'existe plus. Mais voilà, donc on a importé des vins. Vous étiez chez Nabisco?
Vous étiez chez Navisco, c'est ça? Oui, j'étais président de Seagram. Seagram, c'était un grand joueur. C'était justement, aujourd'hui, c'est presque Pernod Ricard. Et donc, j'étais dans les vins spiritueux au Venezuela, c'est très fort. Et on a importé beaucoup, mais je ne travaillais pas avec l'international, plutôt que l'importation. Et c'est en Argentine, avec Terrassas, que je commence à aller partout dans le monde, à vendre l'Argentine, avec beaucoup de fierté. L'Argentine, dans le périmètre, on va dire, international de LVMH, ça pèse beaucoup. Vous avez parlé de la Nouvelle-Zélande. C'est petit. Non, c'est les deux piliers à niveau vin, c'est Claudie Bay, la Nouvelle-Zélande, et Terrassas. On est d'accord. Hein, oui. Absolument. Merci Maggie. Un mot en provenance du Languedoc, Guillaume. L'histoire de la famille, c'est du côté de Carcassonne. Vous aviez 120 hectares. Et puis un jour de 1998, votre père vous dit on vend tout, on fait les valises, on part en Argentine. Comment ça s'est passé? Racontez-nous. Oui, alors c'est ça. C'est plus pour témoigner de ce qu'a fait mon papa que je suis là ce soir. Mais en fait, c'est partager deux choses qui sont ressorties des témoignages précédents. C'est la vision et le courage. On reviendra là-dessus parce que ce que disent ces messieurs et dames paraît très simple, mais pour l'avoir vu et vécu auprès de mon père, comme dit monsieur Roland, défricher des centaines d'hectares. Alors bien sûr, c'est pas facile, mais surtout il faut avoir un courage et une détermination assez forte pour non seulement le faire, mais surtout persuader les autres que le résultat sera bon, parce que quand on plante des vignes, on ne sait jamais trop comment ce que ça va donner, comment ça va se passer. Et encore plus dans un pays et sur des terroirs qu'à l'époque, même les locaux, peu de viticulteurs pratiquaient. Bon, bref, revenons donc du coup à Carcassonne. Oui, votre pari à vous est doublement risqué parce que vos voisins ont investi, mais ont gardé, on va dire, des propriétés bordelaises ou ailleurs dans le monde. Vous avez décidé de tout vendre en Languedoc et de tout miser sur l'Argentine. C'est la grande différence finalement des autres invités ce soir. Racontez-nous ce pari un peu fou de votre père. Pour le coup, lui, il croyait vraiment que c'était l'Eldorado. Bon, faut pas se mentir, à l'époque, dans les années 70 et 80, la situation Languedoc n'était pas très simple au niveau commercial. Les vins n'avaient pas une bonne image. Alors, certains étaient pour de bonnes ou mauvaises raisons, mais l'étiquette Languedoc traînait une mauvaise image. Et du coup, mon père, à l'époque, avait une vingtaine ou trentaine d'années, et comme plusieurs viticulteurs de la région, il souhaitait changer les choses au niveau de l'encépagement, bien évidemment, puis au niveau aussi des rendements, etc. Et essayer de sortir des vins en fait, qui puissent concurrencer les autres régions de France sur les marchés anglais, allemands, etc. Et malheureusement, les portes se sont fermées à cette époque-là. On ne lui disait pas que les vins étaient mauvais, mais on lui disait grosso modo que c'était compliqué d'acheter des vins à des prix élevés quand ils venaient du Languedoc. Et alors, bon, voilà, il s'est un peu fatigué d'entendre ça, il s'est un peu pris les pieds dans le tapis, et puis il s'est dit, soit je continue dans cette direction-là, mais je vais me prendre un mur un jour ou l'autre, soit je refais du volume et des vins bas de gamme, mais c'est pas la stratégie. Donc il a voyagé, un peu comme, c'est toujours pareil, on croise un peu les mêmes envies, les mêmes choses. Il a voyagé dans plusieurs pays. Déjà en France, il a visité des bodegas à Bordeaux, enfin des propriétés à Bordeaux, en Bourgogne et à droite à gauche. Et il n'a pas eu de coup de cœur, ou en tout cas ça ne s'est pas fait. Et puis un jour en Argentine, à la fin des années 80, il a rencontré des personnes là-bas qui l'ont rassuré, qui lui ont montré que dans d'autres pays du monde, lui n'était pas un grand voyageur, mais que dans d'autres pays du monde, la culture viticole existait. Et elle n'était pas si loin au final des standards que l'on pouvait avoir en France. Et donc il a commencé à goûter des choses, à y aller, on va dire, de plus en plus souvent. Et puis un jour, un peu comme mes voisins ce soir, c'est lui un coup de cœur sur un champ, donc en flanc de montagne. C'est très important ce que disait monsieur Lurton, c'est qu'il faisait partie de ces viticulteurs qui a vite compris le potentiel de la montagne, ce que la montagne pouvait offrir, parce qu'il faut savoir qu'on est très loin de l'océan, donc nous n'avons pas d'humidité sur nos terroirs, même si l'océan Pacifique à vol d'oiseau est à une centaine de kilomètres, mais il y a juste une petite barrière au milieu de près de 7000 mètres de haut qui s'appelle la Cordillère des Andes, donc l'humidité n'est pas la partie forte, donc il fallait avoir des zones fraîches, des terroirs frais.
Et je reprends ce qu'a dit encore une fois M. Lurton, c'est les amplitudes thermiques et les hauteurs, puisque nous sommes encore plus hauts, je crois, que Vistaflores ou la zone où sont les Lurton et Roland, puisque nous sommes, nous, à pratiquement 1250, 1300 mètres d'altitude. Donc, effectivement, sur les nuits d'été, on peut avoir des chocs de température de 15, 17 degrés parfois, qui sont bénéfiques donc à la fraîcheur, à l'acidité des raisins. Donc voilà, donc il décide de s'installer au cœur de la vallée des Ucaux, lui aussi. Au cœur de la vallée des Ucaux, sur un petit village qui s'appelle Tupungato, qui porte le nom magnifique d'un volcan, qui, Dieu merci, est éteint. Et du coup, voilà, il s'installe là. Alors, lui, il décide de faire un vignoble à la languedocienne, donc, bon, voilà, avec des cépages classiques, Cabernet, Syrah, Merlot, un peu de Viognier, du Chardonnay, beaucoup de Chardonnay, et bien sûr du Malbec. Je pense qu'on travaille d'ailleurs avec les mêmes pépiniéristes à l'époque. Et du coup, voilà, il défriche, il amène l'électricité. Enfin, il faut savoir que mon père, pour accéder à la propriété, je pense que c'était pareil pour mes voisins, il n'y avait pas de route. Donc il fallait une piste. C'était une piste qu'il fallait créer pour y accéder. Puis il a fallu amener l'eau, il a fallu amener l'électricité, forêt, puisque bien sûr, ce sont des terroirs très arides, donc il n'y a pas de pluie, moins de 200 mm par an. Du coup, il faut trouver l'eau, il faut aller chercher l'eau dans le sol. Enfin voilà, donc c'est des projets un peu foufou. Je pense qu'il faut avoir énormément d'énergie, de la folie assurément. Mon père est un grand fou, j'ai pas peur de le dire. Mais voilà, bon, quelques années après, effectivement, nous sommes arrivés nous pour l'aider à. Vous et votre sœur. Voilà, et mon beau-frère également pour commercialiser. Bon, déjà pour structurer les choses, parce que l'Argentine est un pays, on en parlait un peu avant, où il y a quand même beaucoup d'opportunités qui sont les conséquences en fait de beaucoup de laxisme et de beaucoup de, on va dire, d'ouverture, de possibilités, que ce soit au niveau administratif, fiscal. Donc on peut vite faire n'importe quoi. Il faut faire confiance à des gens, du coup de confiance. Mais c'est vrai que là-bas en Argentine, en tout cas dans la région où nous sommes, les gens de confiance, il faut aller les chercher. Ils courent pas les rues. Bref, donc du coup structurer un peu tout ça, organiser les choses. Et c'est vrai que nous, si on devait avoir un regret quand on en parle avec mon père, c'est que le problème de ces pays-là qui ont des évolutions au niveau économique qui sont quand même assez perturbants quand on a des stratégies, des business plans à long terme, ces crises à répétition, ces inflations, etc., on va en parler peut-être plus tard. Mais quand on a un seul business, quand on a tous les œufs, on va dire, dans le même panier, on prend encore plus les vagues et on doit les affronter du coup, parce qu'on n'a pas le choix de se dire je fais le dos rond en Argentine et j'aurai des meilleures années plus tard. Voilà. Donc nous on a tous les œufs là-bas, donc c'est vrai que quand la vague arrive, on est les premiers trempés. Ouais. Ça c'est très important, Guillaume. Eldorado, pas Eldorado, vous avez 300 hectares là-bas, vous avez, comme vous le disiez, mis tous vos œufs dans le même panier. La photographie aujourd'hui, quelle est-elle ? C'est une centaine de collaborateurs à vos côtés. Une insécurité économique, quel regard vous portez? Et si c'était à refaire? Ça, il faut. Alors, c'est compliqué, mais il faut. Alors, on en parlait avec Monsieur Roland tout à l'heure. Il a dit une chose très importante pour ce qui est de la qualité des vins, la qualité des terroirs, le potentiel et la variété, ce que l'on disait aussi ensemble la dernière fois. Nous, ce qui nous a choqué, ce qui a choqué mon père, c'est qu'on peut produire des bons vins, voire des très bons vins. Je ne parle pas d'excellence, mais de très bons vins sur plusieurs variétés de vins. Le Malbec, bien sûr, mais le Cabernet Sauvignon, les cépages blancs comme le Viognier ou d'autres, le Chardonnay, il y a des très bons Chardonnays aussi, des Pinots Noirs, des Syrah. En fait, ce terroir pourrait être un Eldorado si vraiment on ne recherchait que la qualité et la variété. Et tout en ayant, en plus, il faut le dire, un certain plaisir à travailler avec les Argentins, car ce sont des gens, soyons francs, on ne peut pas leur enlever ça, qui sont plutôt joviales, plutôt sympas, au demeurant. Et assez festif. Un petit coup de Malbec dans le nez, c'est toujours sympa. Mais voilà, de l'autre côté, il y a un paysage financier, politique qui est depuis 50 ou 60 ans très très difficile. Et là-dessus, nous, pour le coup, l'Eldorado est nuancé là. Votre stratégie, justement, quelle est-elle? C'est continuer à investir en Argentine ou diversifier en revenant un peu en France? Et est-ce qu'en regardant justement
le cap qui a été franchi par les vins du Languedoc. Vous dites finalement, ils ont réussi à valoriser, on aurait peut-être dû garder quelques hectares. Et ça c'est sûr, tant mieux pour le Languedoc parce que c'est une région qui le mérite, et des propriétaires qui le méritent. Et quand on voit le climat, quand on voit les sols, c'est normal que le Languedoc revienne ou apparaisse au devant de la scène. Après, nous, non, revenir, non, ça c'est sûr, parce qu'on est déjà dans un schéma là-bas où on a encore beaucoup de travail à faire. Et 300 hectares, c'est considérable. Voilà, on a beaucoup d'hectares, on a encore des projets d'achat, comme la famille Lurton, on a beaucoup de fermage, donc on achète quand même beaucoup encore de raisins à des propriétaires sur place bio, puisque nous on a la particularité d'être un vignoble 100% bio, on n'a pas de vin conventionnel. Ça ajoute d'ailleurs une autre difficulté, mais non, aucun projet de revenir. Investir, ça serait le moment, parce que là il y a une crise qui se présente à l'Argentine, donc toujours pareil, il y aura des opportunités d'investir. Encore faut-il avoir le cash pour le faire, donc on essaie de vendre, d'être sur les marchés, d'être omniprésent sur les marchés, parce que c'est les périodes où voilà, ça vaut le coup de vendre du vin à l'étranger maintenant pour nous. En termes de volume, ça représente quoi? Près de 4 millions un peu moins de 4 millions de bouteilles. 4 millions de bouteilles. 4 millions de bouteilles. Oui, après, cette année est une bonne année pour nous. Donc, le millésime 2019 a été en quantité entre 5 et 10% plus important que l'année dernière. Donc, voilà. Mais il faut rappeler aussi, et ça, les gens l'oublient parfois, mais l'Argentine, c'est pas non plus des millésimes linéaires chaque année. On a l'impression que c'est des pays où on met une pièce de monnaie et on sort chaque année la même production. Ça peut être marché comme ça il y a des années, mais aujourd'hui, voilà, alors effet climatique ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que mes amis me rejoindront là-dessus. Voilà, on a des rendements qui peuvent évoluer. Le climat, on parlait de grêle, mais il y a quand même beaucoup d'incidents climatiques aussi. Et donc, ce n'est pas toutes les années qu'on fait un millésime comme on le souhaiterait, encore plus quand on est bio, puisque vous le savez, on peut moins en tout cas interagir avec la vigne. Les grands éléments aussi météorologiques sont importants, ce sont des atouts. Hein. Vous avez effleuré le sujet tout à l'heure, mais c'est 320 jours de soleil par an, à peu près. Oui, c'est sûr que si vous cherchez le soleil, c'est une région intéressante. Oui. Avec une pluviométrie très faible aussi. Ouais. Moi, je me rappelle, mes amis ici présents ont des anecdotes aussi à ce sujet-là, mais je me rappelle de la première fois, moi j'étais à Mendoza, je sortais de l'aéroport, il pleuvait, il faisait une averse comme on peut avoir à Bordeaux, même si elle était quand même assez forte. Et je me rappelle voir des gens sortir, lever les yeux vers le ciel et regarder la pluie leur tomber sur la figure. Alors je peux vous dire que la rue était dans un chaos incroyable s'il avait plu un quart d'heure d'affilée, donc il y avait de l'eau partout, puisqu'ils ne sont pas forcément équipés pour ça, en tout cas ils ne l'étaient pas. Mais je me rappelle de ces personnes qui sortaient pour se mouiller, pour prendre la pluie, parce que ça fait peut-être plus de 40 jours qu'ils n'avaient pas vu une goutte d'eau. Donc voilà, c'est vrai que la pluie, on peut passer beaucoup de temps là-bas au sec. Avec votre sœur et votre beau-frère, on sent que vous êtes un peu à la croisée des chemins finalement. Vous héritez d'une propriété considérable avec des enjeux considérables, mais un prix du foncier, ça il faut le préciser, finalement qui n'est pas donné. C'est quoi aujourd'hui, 50 000, 60 000, 70 000 euros l'hectare? Oui, alors ça dépend des terroirs. Effectivement, maintenant il y a plein de micro-terroirs. Ce qui est bien aussi en Argentine, c'est qu'il faut le préciser, c'est qu'à l'époque où mon père et M. Roland Lurton par exemple sont venus, on parlait de Mendoza. Mendoza, c'est presque le quart de la France, donc c'est quand même des grandes zones. Aujourd'hui, on commence, grâce au travail que les Français, Italiens et Argentins ont fait sur la qualité, on commence à parler effectivement de terroirs, voire de micro-terroirs. Et nous, on a la chance d'être sur un terroir, un micro-terroir, qui a de la valeur. Alors après, avec les droits d'eau, puisque voilà, l'eau est devenue... C'est autour de 60 000 euros l'hectare. Ouais, voilà, on est entre 50 et 60 000 euros. En entre-deux-mers, François, c'est 15 000 euros l'hectare pour donner... on va dire quelques échelles, pour donner quelques échelles. Ça dépend de la variété et de la qualité de la vigne, oui, mais ça varie entre, on va dire, un peu plus de 20 000 et ça peut descendre jusqu'à 10 000. Oui. D'accord. Et donc, c'est sûr que l'entre-deux-mers, c'est devenu un des vignobles les moins chers du monde. C'est pour donner une échelle. Et donc, Guillaume, investir, oui, mais... Voilà, donc investir, oui, mais parce que mais après, voilà, nous, on n'a pas forcément le choix. Alors après, on est très heureux dans ce qu'on fait. Ce qui nous tire vers le haut, c'est toujours pareil, et c'est lié à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que la réception du marché est incroyable. Moi, je dis le mot incroyable parce que j'en discutais tout à l'heure avec quelqu'un du musée. J'ai un peu de mal à croire et à comprendre pourquoi l'Argentine a une si belle image à travers le monde.
Parce qu'en France, c'est vrai qu'elle a une belle image, mais j'ai la chance de voyager pour vendre les vins. Et je ne comprends pas toujours, parce que c'est vrai que tout le monde a une très très belle image de l'Argentine. L'Argentine fait rêver, l'Argentine a une image positive, saine. Alors c'est vrai qu'ils ont des éléments qui sont attrayants, hein, le climat, la diversité que peut offrir ce pays. Et les vins aussi. Les vins, je ne sais pas ce que mes collègues en pensent, mais moi je vends que des Argentins. Donc du coup, je suis quand même au cœur des choses et je me rends compte que après ils achètent ou ils achètent pas, mais le premier abord est toujours positif, hein. On n'a pas une image de pays qui a eu des grandes marques qui ont inondé le marché, ou un pays qui a fait des mauvais vins, ou un pays qui a fait des vins très très chers. Donc on a une image de voilà, les gens sont à l'écoute et ça c'est quand même un avantage, parce que j'ai des collègues qui sont d'autres pays ou d'autres régions françaises et qui des fois juste en disant le nom de leur zone géographique voient les portes se refermer. Merci Guillaume. Michel, est-ce que c'est un Eldorado alors finalement? Toi qui es là-bas depuis plus d'une vingtaine d'années, est-ce que c'est une réussite économique? Quelles sont tes ambitions avec Clos dello Siente? Dis-nous. Bon, ça dépend de ce qu'on appelle un Eldorado. Dont on a des ennuis comme partout. Mais par contre, je continue à penser que c'est un pays où on fait des jolies choses, où on fait des jolis vins, qui intéressent. C'est pour ça d'ailleurs que l'Argentine bénéficie d'une image internationale. On peut dire que c'est quand même le seul pays dans les 20 dernières années qui a tiré son épingle du jeu dans le marché international comme ça. Il n'y a pas d'autres pays. Bon, donc on dira peut-être la Californie. Économiquement, la Californie est certainement plus intéressante peut-être. Par contre, ils ont un monomarché, c'est le marché américain. Ils ne sortent pas du marché américain. L'Argentine s'exporte. L'Argentine s'exporte. Bon, je voudrais redire un mot après ce qu'a dit Maggie, parce qu'elle a dit qu'on a eu une crise terrible en 2001-2002. Alors nous, on le sait, on y était. Mais par contre, ça nous a, comme toujours, les crises où on en meurt, où on ressort plus fort, on a été... Qu'est-ce qui se passait? L'Argentine était mono-marché, c'est-à-dire que l'Argentine produisait, vendait en Argentine. Il n'y avait pas d'export. En 2001, le pays était tellement exsangue tout d'un coup, avec tout ce qui se passait au niveau de la monnaie et de tout, le marché interne a commencé à chuter. Bon, les sociétés qui ne sont pas dirigées forcément par des personnes complètement stupides, on dit qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut exporter. Donc tout le monde s'est mis à vouloir exporter. Et puis ça a marché. Le problème, c'est que ça a marché. Donc aujourd'hui, je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais je pense que l'Argentine doit exporter à peu près au global, hein, je dirais, peut-être plus de 50% de sa production. Et donc réaliser ça en 15 ans, c'est quand même assez extraordinaire. Et d'où l'image, d'où le côté, on va dire, positif. Alors après, si vous voulez, je vous ferai une liste des négatifs. Mais bon, mais il y a quand même aussi du positif. Alors l'Eldorado, on ne sait pas trop à quoi ça correspond. On n'est pas des chercheurs d'or, mais on a trouvé, je vais dire quand même, nous tous là qui sommes ici, on a trouvé quand même des endroits où on pouvait faire des vins, des très bons vins. On a trouvé des marchés. On a Clos dello Siete, pour reprendre le Clos dello Siete, c'est 1 million de bouteilles. Sur une seule marque. Bon, il y a peu de gens, même à Bordeaux, qui savent faire ça. Donc, il y a des choses quand même. Mais faut pas, ça ne vient pas tout seul, ça ne tombe pas du ciel. Comme on l'a dit, il ne pleut pas beaucoup là-bas, donc il ne vient pas grand-chose du ciel. Et il faut gratter et puis il faut bosser. Ce million de bouteilles, il est exporté vers une 60aine de pays. Quand tu parlais des atouts de l'export, vous avez vraiment réussi ça avec Clos dello Siente. Absolument. Et donc, aujourd'hui, on a à peu près 20% marché interne et 80% à l'export. C'est considérable. Les ambitions pour demain, Michel, quelles sont-elles? Tu as envie de demander à tes voisins, oui, d'investir encore. Et puis quand on voit cette longue frontière là, de plus de 5000 km de long qui sépare l'Argentine du Chili, on se dit, mais pourquoi tu n'es pas allé de l'autre côté un peu plus non plus? Alors, il y a des raisons, tout ça, mais il y a des raisons qui sont un peu personnelles et un peu...
c'est beaucoup plus sympa de vivre en Argentine qu'au Chili. Bon, pour être clair, le Chili, c'est emmerdant, quoi. C'est un peu trop policé, c'est un peu trop rigide, c'est un peu trop bon. Alors, c'est vrai que quand j'y suis allé la première fois, donc il y a 31 ans, vous imaginez, j'étais jeune, beau, dynamique et pas forcément très intelligent, mais dynamique au moins. Et donc, l'Argentine, pour moi, ça ne posait aucun problème. D'autant plus qu'il y avait quand même beaucoup plus d'espace, parce que les espaces chiliens sont quand même restreints. Alors déjà, pour trouver 800 hectares d'un seul morceau au Chili, il faut quand même se lever de bonheur, et donc ça n'existe pas. Puis le Chili... Moi, j'avais une considération européenne, certainement, mais le Chili avait j'avais des ambitions, la preuve, c'est que le Chili, c'est du Cabernet Sauvignon. Ce qui a fait le Chili, c'est du Cabernet Sauvignon. Alors aujourd'hui, on fait très très bien les Carmenères au Chili, mais le Chili, c'est sorti du Cabernet Sauvignon. Le Cabernet Sauvignon, il y avait deux grands concurrents. C'était la France d'abord, parce que pour concurrencer les groupes médocaines en Cabernet Sauvignon, je pense qu'il va falloir se lever de bonheur. Et deuxièmement, la Californie. Bon, donc on n'était qu'un troisième Cabernet Sauvignon à tout jamais. Donc ça, c'est très important. Ton Eldorado à toi, c'est finalement la diversification. Tu as voulu diversifier. Moi, quand j'avais 40 ans, maintenant ça m'a un peu passé, mais quand j'avais 40 ans, moi j'étais un gagneur. Donc j'ai dit le Malbec, personne n'en parle ou trop à l'étranger. C'est un cépage qui est pratiquement voué à l'Argentine parce que il y avait bien Cahors, que je ne dénigre pas d'ailleurs, et où on fait aujourd'hui de très bons vins, mais le Malbec, c'était le cépage que l'on avait en Argentine, et j'étais persuadé, pour en avoir fait un petit peu pendant quelques années, que le Malbec pouvait donner des grands vins. Et bon, alors comme on a dit tout à l'heure, on n'est pas dans les premiers grands crus classés, on n'est pas mais ça donne quand même d'excellents vins. Donc ça, c'était mon objectif à moi, c'était de faire des grands Malbecs. Et je pense que tous ici, on y est arrivé. Bon, de Terrassas en passant par Piedra Negra ou en passant par tout ce que l'on fait nous sur le Clos, les Bousquets, on a fait des grands Malbecs. Athéna, bien sûr, il y a d'autres maisons qui font des grands Malbecs, mais on fait des grands Malbecs aujourd'hui en Argentine. Donc ça, c'était mon objectif il y a 25 ans. Et puis c'est toujours resté mon objectif. Et je crois que c'était le côté attrayant de l'Argentine par rapport au Chili, où je m'imaginais, alors c'est peut-être idiot hein, mon commentaire, mais je m'imaginais qu'on serait toujours troisième, qu'on ne serait jamais ni second ni premier. Et je pense quand même, parce que je suis consultant au Chili, d'une très très bonne maison d'ailleurs, qui s'appelle Casal Apostol, mais on fait d'excellents vins, mais on a du mal à faire dominer un Cabernet Sauvignon chilien. Bon, c'est bien, ça marche bien, ça se vend bien. Politiquement, ils sont nettement meilleurs que nous, parce qu'ils ont réussi à faire supprimer les taxes sur la Corée, le Japon et la Chine. Bon, ce qu'on n'a pas réussi à faire avec nos Argentins un peu guignols par moment, mais c'est pas pareil. Donc nous, on a le Malbec et on est les rois du Malbec. J'aimerais juste mettre en lumière ce que vient de dire M. Roland, qui est important, je pense, au niveau commercial. C'est que des fois, le Malbec, et parfois sur certains marchés, je pense aux États-Unis, est devenu une marque. Quand on pense au Malbec, on pense de suite à l'Argentine, et c'est devenu vraiment une marque, et c'est devenu un cépage omniprésent dans le choix de... Très identifié. Voilà, et ça, c'est super, parce que effectivement, être 3e, 4e, 5e, quand on connaît en plus l'Argentine, c'est compliqué de reprendre la lumière que d'autres ont depuis des années, alors que là, c'est très brillant, et c'est un joli coup, un positionnement marketing sans trop le vouloir. Mais en tout cas, nous, on surfe là-dessus, c'est clairement. Véronique, cet Eldorado argentin, ça a été aussi une diversification pour Malartic. On le voit aujourd'hui, les Bordeaux sont un petit peu à la peine, pas les grands crus classés, mais le marché bordelais souffre depuis quelques mois. Investir en Argentine, est-ce que c'est répondre aussi à d'autres marchés et se diversifier ? C'était aussi l'idée, oui, de pouvoir aller se développer et peut-être utiliser des synergies. Alors, c'est vrai que parfois, il peut y avoir des synergies. D'autres fois, les synergies ne sont pas forcément évidentes parce que ce n'est pas forcément les mêmes acheteurs qui seront pour le Bordeaux ou qui seront pour les vins argentins. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'Argentine, et moi j'ai beaucoup moins d'expérience que Michel là-bas, mais nous a habitués à des hauts et à des bas.
Ce qu'il faut savoir, c'est surfer dessus. On sait que voilà, il est fort possible qu'une crise soit à notre porte. Il y a des opportunités à trouver. Il faut prendre, je dis toujours, le couteau entre les dents. Il faut y aller. Il faut avoir cette même dynamique et cette foi qui nous anime, parce qu'on croit, on est convaincu qu'on tient un super produit. C'est un pays qu'on adore parce que quelque part, moi depuis que j'y suis arrivée, je l'ai tatoué dans le cœur, et c'est un pays qui est on marche à l'affect en Argentine, avec toute cette joie de vivre, ce côté un peu je profite de la vie, j'aime la bonne viande, le tango. Enfin, il y a un art de vivre qui est comme ça et qu'on ressent au quotidien. Alors quand c'est avec les gens avec qui on travaille, parfois c'est un peu chaud, et le choc culturel peut être difficile à intégrer, mais une fois qu'on a pris le pli et qu'on arrive à savoir à peu près comment ils vont fonctionner, on anticipe. C'est sûr que l'Argentine, ça a demandé un travail, et je pense qu'on a tous eu le même, d'aller défricher des marchés, aussi d'ouvrir des portes et de ne pas hésiter à y aller. Donc c'est deux modèles par rapport à ce qu'on vit avec Malartic, même des modèles de commercialisation qui sont différents, puisque Malartic, on passe par le négoce, tandis que, par exemple, pour Diamandes, on a créé notre propre réseau. Mais c'est très intéressant aussi parce que ça permet de connaître mieux ces consommateurs finaux, puisqu'on est peut-être plus en relation avec eux tout au long du process. Et puis, ça permet aussi, comme on le disait, d'amortir des chocs. Là, ce qui nous tombe dessus avec les taxes que M. Trump a décidé de nous imposer, quand j'ai entendu ça, moi, je me suis dit, bon, ça, c'est pas une bonne nouvelle. Et je me suis dit de l'autre côté, ouf, l'Argentine n'est pas concernée. Donc oui, il y a des cas où, comme ça, il faut... L'Argentine n'est pas concernée, mais elle est concernée tout de même par l'insécurité économique. Plus de 50% d'inflation, l'industrie automobile est à l'arrêt. Il y a des élections présidentielles le 27 octobre. On se dit, j'ai investi des millions là-bas, que va-t-il se passer? Il y a sûrement de l'inquiétude aussi pour vous, parfois. Je dirais que l'inquiétude, moi, ce qui m'inquiète, c'est la possibilité que Cristina revienne au pouvoir. Ça, je ne cache pas que ce ne serait pas une bonne nouvelle. Donc Cristina, c'est Kirchner. Oui, on l'appelle par son prénom, mais elle nous a tellement papaouté pendant des années que c'est comme si c'était quelqu'un de la famille. Mais après, voilà, ça fait partie. Les Argentins, ils vivent ça, nos équipes vivent ça. Et moi, ce qui est un peu mon curseur, c'est de voir quand je vois mon directeur financier qui me dit, bon, oui, elle va être... mais on en a passé déjà. Et quand vous parlez de Cristina Kirchner et de son mari Kirchner, qui a été président, ça veut dire que c'est le clientélisme, la corruption, c'est tout ça qui pèse sur vos affaires finalement. La pression fiscale qui est très forte. Et c'est vrai qu'on a parfois l'impression qu'il y a plein de choses qui sont faites pour mettre des bâtons dans les roues, quand nous, notre objectif, c'est d'aller aussi porter le drapeau de l'Argentine à l'extérieur. Et quand on vous rajoute des taxes à l'exportation, déjà vous avez du mal à faire face à l'inflation, et on se dit, bon... Mais c'est pas grave, on continue. On sait que ça fait partie de ces hauts et ces bas. On a vécu avec, sur les dernières années, somme toute, Macri a fait beaucoup pour nous aider. Et moi, j'ai clairement ressenti cet appel d'air. Donc le président actuel, qui candidat à sa succession dans quelques semaines. Exactement. Donc, il faut savoir prendre les opportunités quand elles arrivent, et quand on anticipe quelque chose de plus difficile, faire le dos rond et passer. Mais ça fait partie, moi je l'ai intégré comme faisant partie de l'aventure en Argentine. Ça, c'est vraiment ce qui a marqué votre parcours, Maggie, aussi. Jouer de cette crise, de ses atouts, de ses faiblesses, et être en veille en permanence avec tous les marchés. Ça a été vraiment votre sujet pendant 8 ans, ça. Bien sûr, et c'est pour ça qu'il faut avoir les marchés internes et les marchés externes, et il faut savoir naviguer avec la dévaluation et l'inflation. Il faut prendre les bonnes décisions. Il faut savoir que s'il y a l'inflation interne, on ne peut pas changer les prix des marchés internationaux. Donc on les tient, mais les marchés locaux grandissent. Donc il faut savoir. C'est un savoir-faire. Voilà, comme montrer. Et c'est comme tout investissement dans les vignobles, c'est un investissement de long terme. Et dans les longs termes, je ne crois pas que c'est l'Eldorado. Mais dans les longs termes, ça marche. Ça marche bien. Et je suis complètement d'accord avec Michel. Les espaces qu'on a et les conditions qu'on a pour faire un vin très qualitatif
a un coût qui permet des prix qui sont extraordinaires. Je me rappelle une Italienne qui a dégusté pour la première fois, elle m'a dit on ne sera jamais capable de faire ça. Et donc c'est vraiment extraordinaire. En 50 ans, c'est la première marque qu'on a construit des sirop, c'est Terrassas, qui a les noms de la manière dont faire la viticulture, dans les terrasses des Andes, voilà. Et ça nous a donné une opportunité extraordinaire. L'Argentine était très importante dans la vie de la partie de la vie des vins dans les groupes pour nous. Donc, c'est les longs termes pour moi. Vous n'êtes plus à la tête de Terrassas, mais à l'oreille de Bernard Arnault, vous lui soufflez quoi? Il faut investir davantage en Argentine ou on a assez de foncier aujourd'hui? Oui, mais il n'aime pas. Il n'aime pas. C'est vrai que quand on va proposer des investissements, mais on investit toujours. Hein. On a déjà des installations qui sont conséquentes, donc il faut toujours investir. Mais c'est vrai que les groupes français, ils ont du mal parce que c'est difficile. Parce qu'il y a des dévaluations comme celle qu'il vient d'avoir. C'est énorme. Hein. Pour quelqu'un qui a investi $1 million et 2 mois après, les $1 millions, c'est $250, 250 000. C'est difficile. François Lurton, la bodega, les domaines François Lurton en Argentine, dans 10 ans, que va-t-il se passer? Dans 10 ans, je ne sais pas trop. Je ne me suis pas trop posé la question. Quelle est la feuille de route, François? Et vous savez, c'est ce que je dis souvent. La famille Lurton, ça va faire bientôt 4-5 générations qu'on est là-dedans. Et on a passé 2 à 3 guerres mondiales. Donc, ce n'est pas une dévaluation en Argentine qui va nous arrêter, je pense. C'est 24 Lurton qui aujourd'hui possèdent des châteaux dans le vignoble bordelais et ailleurs. Quelle famille? C'était un aparté. Lurton demain en Argentine, alors c'est quoi? Nous, on a plusieurs projets. On a plusieurs projets de développement. D'abord de plantation autour de développer notre terrain qu'on a autour de la cave, de remanier complètement la cave. On a le projet de la remanier complètement parce que l'évolution avec le temps. D'abord, on fait toujours des vins différents et il faut avoir des matériels différents. Et puis, il faut toujours rester à la pointe de l'énologie, ce que nous, les Lurton, on a toujours essayé d'être. Et puis ensuite de ça, il y a d'autres terroirs, avec le réchauffement climatique, qu'on va aller chercher plus haut dans la montagne. Plus haut dans la montagne, parce que autrefois, nous, quand on s'est installé, déjà à 1500 mètres, à l'automne, on n'était pas du tout sûr de mûrir les raisins. Hein. Et puis, il y en avait surtout certaines années qui ne mûrissaient pas du tout. Alors qu'aujourd'hui, à 1500 mètres, dans la région de Mendoza, on mûrit des raisins. Donc, je pense qu'on va aller chercher autre chose plus haut, là-haut. J'ai créé une deuxième petite cave avec un ami qui s'appelle Andrés Blanchard, qui s'appelle Blanchard et Lurton. C'est un vin blanc. C'est une cave qui est destinée à ne faire que du blanc. On va se chercher un terroir dans les hauteurs dans pas longtemps. Moi, pour répondre à la question sur l'Eldorado, si je me permets, Rodolphe, je pense que c'est un Eldorado, l'Argentine, pour deux raisons. Pour un viticulteur qui s'inscrit dans le temps. Et c'est un Eldorado parce que qualitativement, c'est un lieu où on fait des vins à nul autre pareil. C'est-à-dire que c'est un lieu qui a une vraie identité qualitative et qu'on ne peut pas faire ailleurs. Les grands Malbec d'Argentine se feront qu'en Argentine. On ne pourra jamais les imiter, même en Californie, même en France. Et ces grands Malbec d'Argentine, ils ont une vraie identité et ils ont une vraie raison d'être dans les plus grands vins du monde. On s'est amusé avec des Carmenères au Chili, parce que moi je suis aussi au Chili, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Michel, sur sa perception chilienne, mais au Chili, on s'est amusé à produire des grands Carmenères, et c'est vrai que mis à part une dizaine de marques qui se comptent sur le doigt de je veux dire une dizaine de marques, il y en a très peu qui font des très grands Carmenères, alors que du Malbec, c'est une variété qui est une Malbec argentin, une variété qui est d'une versatilité incroyable, qui vous permet de produire des bons petits vins de tous les jours jusqu'à des grands vins phénoménaux. Et il y a une quantité incroyable de grands vins. Ça, c'est important. On a peu parlé de vos vins, mais on va pouvoir, je pense, les déguster tout à l'heure pour tous ceux qui restent à la dégustation en suivant. Mais ce qu'il faut préciser, c'est que le Malbec argentin n'a pas grand-chose à voir, François, avec le Malbec de Cahors qu'on connaît bien. Mais c'est-à-dire, on a tous planté du Côte, qui est le Malbec français d'aujourd'hui, et on en a tous planté dans nos vignes, mais il produit là-bas quelque chose de différent, déjà. Il est pas et c'est vrai que ces assemblages Côte ou Malbec argentin, parce qu'il y a plusieurs Malbec argentins, et avec le temps, les sélections qui se sont faites, il y a eu des dégénérescences, il y a des variétés qui sont un peu. Le Malbec, c'est une famille. Hein.
Mais en Argentine, le Malbec s'est approprié le climat, le sol, le terroir, et on obtient une alchimie qui fait qu'on a des vins incroyables. Nous, regardez, on a planté ce vignoble de Chacayès en 95-96. Et la première école qu'on fait en 2002 de nos Malbec nous fait un vin, mais on a dit avec mon frère, ouf! Mais comment on a pu faire un vin comme ça? Nous, la famille est à Château-Bonnet depuis 150 ans et on n'a jamais réussi à faire un vin comme ça. Et il y a un endroit, il y a une qualité de terroir. Alors, c'est difficile à dire quand on est bordelais, qu'on a toujours été défendu le monde du Bordeaux. Et oui, y compris dans sa famille, probablement, François. Quand on vend 2,5 millions de bouteilles, c'est ça à peu près, hein, des propriétés argentines. Et puis 300 000, je dis des bêtises, sur Bonnet, non, c'est plus que ça. Non, Bonnet, c'est 3 millions. 3 millions, pardon. Il y a sûrement une forme de schizophrénie, parfois, non ? Non, mais ça a été une contradiction qui a été très dure à vivre pour mon père. Mon père, on était ses enfants, donc il voulait nous soutenir. Mais en même temps, ça le faisait profondément chier, lui, qui avait été le grand syndicaliste bordelais, de nous voir exporter notre savoir-faire ailleurs. Donc ça, il a eu beaucoup de mal à le vivre pendant longtemps. Oui. Mais ça, c'est sûr. Mais en même temps, nous, on était partis avec l'idée de faire des vins pour le marché national, parce que ça, c'est l'autre grand avantage de l'Argentine, c'est son marché national. Les Argentins boivent du vin, ils aiment ça, et ils aiment leur vin. Ils les consomment comme nous, on apprécie nos Bordeaux. Hein. Vous allez dans les rues de Buenos Aires, c'est comme le Pessac léonien ici, quoi, je veux dire. C'est incroyable, il y en a sur toutes les tables, ils boivent, ils en discutent. Le moindre mouvement dans les vignes, ils sont au courant. On a créé Los Chacayès, cette appellation, déjà tout le monde en parle dans Buenos Aires. Donc ça, c'est le deuxième avantage. Il y a un troisième élément que je voudrais dire quand même, et que je suis étonné que notre ami Bousquet ne l'ait pas dit. Ces pays-là ont un gros avantage sur les pays comme la France, voire l'Italie, où on a des climatologies assez difficiles. C'est qu'on peut produire du bio facilement. Et dans un pays, aujourd'hui, dans cette demande de produits plus naturels, plus à l'origine, et on a dans ces pays-là, au Chili, et encore plus au Chili d'ailleurs, une capacité à produire des vins bio qui est incroyable et facile. Et on a des superficies, nous tout notre vignoble est en bio, comme chez Bousquet. Tout au Chili, pareil, je suis en biodynamie depuis des années. Et on a eu une facilité à cultiver. Ici, ça fait avec le mouvement bio, là, ça fait 3 ans. Cette année, ça va un peu mieux, les vignobles bio, mais ça fait 2 ans. Pendant 2 ans, la viticulture bio a produit 50% de ce qu'elle devrait produire. Il y a un manque flagrant de vin parce que la viticulture souffre toujours de maladies qui nous affectent pas là-bas. Donc ça, c'est important. On va entendre encore longtemps parler donc des lurtons en Argentine. Michel, le mot de la fin, cette Argentine, près de 3 millions de kilomètres carrés, 2 800 000, 16 habitants, la densité de population très faible, 16 habitants au kilomètre carré, contre 118 en France, 550 000 kilomètres carrés en France. On se dit qu'il y a encore un terrain de conquête merveilleux, mais c'est aussi une terre de liberté. On n'en a pas parlé, mais on peut faire des choses en Argentine qu'on ne peut pas faire en France. Plus de liberté dans le cahier des charges, plus de capacité à créer. Quelques mots là-dessus. Est-ce que ça aussi, c'est porteur de développement pour vous tous ? Oui, ça c'est un petit peu restreint quand même pour plusieurs raisons. D'abord, il y a à découvrir. Alors ça, il y a encore des terres à découvrir. Il y aurait des terres à découvrir. Bon, il y a un petit problème qui survient. C'est le problème de l'eau, comme partout dans le monde. Et donc, il n'y aura pas de l'eau, je pense, éternellement. Et pour n'importe quel type de superficie ou quelque grandeur on ne peut pas augmenter le vignoble argentin sans cesse comme ça, parce sinon on n'aura pas d'eau. Alors ça va être le facteur limitant. Par contre, ce qui est intéressant, c'est aujourd'hui on peut irriguer. Aujourd'hui, on peut irriguer, bien évidemment, il vaut mieux, hein, d'ailleurs, parce que si on n'irrigue pas... mais sur certains terroirs asséchés français, on ne peut pas irriguer. Mais il y a moins d'eau à chaque fois. Mais l'eau devient de plus... Bon, puis l'eau devient de plus en plus contrôlée, parce que il n'y en a pas forcément beaucoup moins encore aujourd'hui, mais si tout le monde se met à tirer de l'eau en veux-tu, en voilà, c'est sûr qu'en finalement, alors ça va limiter le développement, c'est sûr. Il y en aura encore, hein, parce qu'il y a encore des possibilités. Mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué d'obtenir des puits aujourd'hui que
que ça ne l'était il y a seulement 15 ans en arrière. Il y a des zones, on pourrait, bon, ça ne dira rien, mais il y a des zones comme Guaitayari, qui est une zone haute on parlait des zones hautes, qui est une zone haute de Tupungato, qui est une très belle zone, mais pour récupérer de l'eau et pour avoir de l'eau, ils ont quand même quelques problèmes. Donc ça sera le facteur limitant de l'Argentine. Donc ça ne sera pas sans limite à tout jamais. Bon, ça c'est le point de base. À côté de ça, je pense que le pays a une grande diversité de vins, une grande capacité à produire des très bons vins, du nord au sud, parce qu'il faut savoir, et je voulais dire ça sur le Malbec, parce que pour notre public c'est intéressant, il faut savoir quand même que c'est le seul pays au monde où on peut faire des Malbecs dans la province de Salta, et où on va faire des Malbecs en Rio Negro, et il y a quand même un peu plus de 2000 km entre les deux. Ça reviendrait à dire qu'on ferait du Cabernet Sauvignon, on va dire, sur la Loire, et on ferait du Cabernet Sauvignon à Marrakech. Bon, je vous conseille pas d'essayer, c'est sûr que ça marchera pas. Donc c'est quand même, il y a quand même un espèce de climat argentin, mais qui est, je pense, sans être scientifique, hein, mon affirmation, est lié à la cordillère des Andes. C'est un climat hypercontinental du nord au sud et qui favorise le développement du Malbec, qu'on arrive à faire bon, et avec toutes les difficultés qu'on connaît, même à Cahors, qui est un peu plus continental que Bordeaux, pour arriver à le faire régulier et très bon, c'est quand même un peu plus compliqué. Donc l'Argentine a beaucoup d'atouts, il y a beaucoup d'inconvénients aussi, mais alors je crois qu'il y en a partout, hein. Il y a pas de... Moi qui ai fait un peu le tour du monde, puisque j'ai fait du vin un peu partout, je crois que j'ai pas rencontré de... Justement, je suis toujours à la recherche de l'Eldorado.